Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une carte du tarot qui est souvent mal comprise, le jugement. À première vue, on pourrait croire à une sorte de fin du monde, mais en réalité, ce qu'elle raconte, c'est quelque chose de très, très intime. Allez, on plonge dedans. Alors là, quand on regarde cette carte, c'est vrai qu'elle est pour le moins surprenante. On a des gens qui sortent de ce qui ressemble à des cercueils, un ange gigantesque qui sonne de la trompette, un paysage de glace. Qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Clairement, l'image pose bien plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Pour commencer à déchiffrer ce mystère, la première clé, elle se trouve du côté de l'astrologie. Comme on le sait, chaque arcane majeur du tarot a sa correspondance, que ce soit une planète ou un signe du zodiaque. Et pour le jugement, eh bien c'est Pluton. Une fois qu'on a fait ce lien, vous allez voir, toutes les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Ce qui est fascinant avec Pluton, c'est sa double nature. D'un côté, on a la planète, la vraie, celle qui est tout au bout de notre système solaire. C'est vraiment une sorte de frontière, le seuil avant le grand vide. Et de l'autre, on a le dieu de la mythologie romaine, le souverain du monde souterrain, celui qui garde le passage entre le monde des vivants et celui des morts. Donc que ce soit en astronomie ou en mythologie, Pluton c'est toujours cette idée de passage, de seuil, de transition finale et irréversible. Première partie, la physique des sentiments. On va voir maintenant comment cette idée de transformation est expliquée avec une métaphore géniale qui nous vient tout droit de la philosophie naturelle. Alors, pour suivre cette analogie, il faut imaginer que notre monde intérieur, eh bien, c'est de l'eau. Pensez-y. Nos émotions, nos expériences passées, nos petites habitudes, tout ce qui constitue notre vécu, tout ça forme une masse d'eau. C'est notre état de base, si on veut. Et puis, bien sûr, il y a l'élément feu. Le feu, c'est le catalyseur. C'est l'énergie, la chaleur qui vient perturber notre état aqueux. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur, un événement qui nous tombe dessus et qui change tout, ou alors ça peut venir de nous, une décision radicale, une passion dévorante qui nous pousse à agir. Et là, le processus devient limpide. On peut partir d'un état de glace, un état de stase où tout est gelé. C'est stable, oui, mais rien ne bouge, c'est figé. Puis, on ajoute du feu, cet événement ou cette action. La chaleur commence à faire fondre la glace, et on passe à l'état liquide, l'eau. C'est déjà plus fluide, mais ce n'est pas fini. Si on met encore plus de feu, plus de passion, on atteint le point d'ébullition. Et là, c'est la transformation ultime. L'eau devient vapeur. Elle change complètement d'état. C'est ça, la véritable transformation, le passage à un tout autre niveau d'existence. Deuxième partie, argent, sexe et renaissance. Maintenant qu'on a la métaphore en tête, voyons ce que ça donne dans le monde réel, avec les catalyseurs de changement les plus puissants qui soient. Et là, il y a un détail absolument fascinant. C'est l'étymologie même du nom Pluton. En latin, Pluto se traduit littéralement par richesse. Ce lien n'est pas anodin du tout. Il connecte directement cette puissante force de transformation à l'un des plus grands moteurs de nos sociétés, l'argent. En fait, les sources sur le sujet identifient 3 expériences humaines si fondamentales qu'elles créent un véritable avant et un après dans une vie. Il y a l'argent, bien sûr, qui peut bouleverser notre rapport au monde. Il y a le sexe en tant qu'acte de création originelle. Et puis, il y a la naissance d'un enfant qui nous redéfinit complètement en tant qu'individu. Et on en arrive à un point crucial. Ces désirs très concrets, l'argent, le plaisir, on peut les associer à l'élément terre. Et dans notre métaphore, la terre agit un peu comme du sel qu'on mettrait dans l'eau. Et que fait le sel? Il rend l'eau plus difficile à geler, mais aussi plus difficile à faire bouillir. La conclusion est simple. Plus on est attaché aux choses matérielles, plus il faudra un feu intense, une passion dévorante pour réussir à provoquer ce fameux changement d'état. Troisième et dernière partie, le son de la transformation. Allez, on revient à notre image de départ, parce qu'il nous reste un élément essentiel à décortiquer, cette fameuse trompette de l'ange. Le son de cette trompette, attention, ce n'est pas juste une petite musique d'ambiance. C'est bien plus que ça. C'est une métaphore pour ce qu'on pourrait appeler une secousse de l'air, une vibration qui vient tout perturber. La question c'est, dans notre analogie des éléments, que représente l'air? Eh bien, l'air, c'est notre environnement collectif. C'est l'espace invisible qui existe entre nous tous. Ça inclut nos valeurs partagées, les normes de la société, nos relations avec les autres, les grandes idéologies. En gros, c'est tout le tissu social et relationnel dans lequel on baigne. Et donc, quand l'énergie de Pluton, l'énergie du jugement, se manifeste, cet air est secoué violemment. Pour décrire ce son de la trompette, la source que nous analysons utilise une image très très forte. Elle dit que c'est comme le coup de canon du croiseur Aurore, les cris des nouveau-nés, les sons émis lors de leur conception. Ce ne sont pas des sons anodins, c'est le bruit d'une révolution, le cri de la vie qui arrive. Bref, les sons des commencements radicaux. On comprend donc que le jugement, ce n'est pas la fin du monde, mais bien la fin d'un monde.
C'est le son de cette transformation qui vient secouer à la fois notre univers intérieur, notre eau, et l'espace collectif qu'on partage avec les autres, notre air. Ce qui nous laisse avec une dernière question pour la route. Si les grands changements de notre propre vie avaient une bande sonore, quel serait ce son ?